Quand j'ai pris la direction du centre des Bords-de-Marne au Péreux, donc j'avais dans l'idée de reprendre une formule un peu identique, ce que j'ai fait. Et à ma grande surprise, j'ai retrouvé Jean-Marie Machado, mais qui là venait à la première nuit du jazz du Péreux, mais comme spectateur habitant lui-même le Péreux. Donc on s'est retrouvés, on a discuté, et puis on a petit à petit, on a repris un peu langue et on a re-questionné en fait tout ça. Et on a vraiment travaillé la question en se posant finalement un problème assez simple. C'est qu'est-ce que c'est qu'une manifestation isolée de jazz alors que par ailleurs on ne faisait pas grand-chose. Et à partir de ça, on a donc décidé de continuer à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, tout en continuant un petit peu à diffuser des concerts. Et puis de là est venue l'idée en fait de travailler sur une programmation de jazz à l'année, pérenne, d'une part, et puis finalement d'avoir une sorte de cerise sur le gâteau, enfin en tout cas d'événements qui rendaient lisible notre travail, et ce qui a donné donc la première biennale de jazz. Ça a été ça en fait le point de départ. Alors les thèmes, il y en a ou il n'y en a pas. En tout cas, on répond un petit peu à pas mal d'envies. Je pense que c'est plutôt on va dire ça comme ça, des envies d'avoir et d'aider au développement par exemple des jeunes qui jouent en grand ensemble, parce que vous savez, quand on décide de faire une grande formation, c'est toujours assez compliqué. Donc là, la mission est très claire au CDBM. C'est une mission de grands ensembles, pas que, mais on aide les grands ensembles, voilà, on les accueille. Donc on a décidé d'aider les jeunes à se produire en grand ensemble, mais on a aussi décidé d'aider les moins jeunes, puisque on va avoir le grand ensemble de Régis Subi. Ils sont presque 16 ou 17, je crois, voilà, et The Ellipse. Ça veut dire que c'est une création d'aujourd'hui qui va chercher à rencontrer le public. Donc on relaie un peu cette création. Et on va essayer d'aider des tout jeunes, dans le cadre du petit théâtre, à monter des formations qui vont du duo, mais au quintet, voire sextet. Voilà, toujours dans cette idée d'accueillir des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de défendre des projets où il va y avoir du nombre de musiciens sur scène. Mais on n'est pas contre aussi les petites formations, il y en aura. Hein. Voilà. Ensuite, on va trouver des gens qui sont vraiment en cours de développement de carrière, un peu comme Régis, des gens très importants. On a le musicien Straccio Temelkowski, qui est un superbe percussionniste, qui fait aussi de la beatbox, qui est une sorte d'homme orchestre entre la musique du monde et les musiques traditionnelles. Donc c'est assez impressionnant de le voir. Je pense que le public va vraiment adorer cet artiste. On a des gens comme Lionel Suarez qui proposent des très beaux projets, notamment là avec Gardel. Oui. Et puis on a les plus anciens comme Henri Texier qui vont avec toute la jeune génération, enfin jeune et la génération déjà un petit peu qu'on a déjà vue, hein, bien sûr, hein, qui va finir la soirée dans le Grand Théâtre. Ou la veille, on a naturellement Monsieur Richard Galliano. Toujours l'accordéon, une place un peu de cœur au Péreux, parce que c'est aussi... il ne faut pas oublier qu'on est dans les bords de Marne. Il ne faut pas oublier que l'histoire de la musette n'est pas loin. Et cet accordéon, il a beaucoup évolué. Donc il part d'une musique très populaire et aujourd'hui, il inscrit son histoire de musique populaire dans plein de créations musicales. Alors que ce soit les créations qu'on connaît chez Galliano jusqu'à plein d'artistes comme Lionel Suarez pour cette année, on a l'accordéon qui a vraiment fait un grand voyage. Et en bord de Marne, on se doit, je pense, d'avoir la présence de cet instrument. Je crois que c'est important de façon un peu historique, parce que ce n'est pas rien quand même. Voilà. Puis après, il y a aussi, on va tenter cette année pour une première fois d'ouvrir le cinéma avec un ciné-concert et une jeune compagnie de Strasbourg qui est superbe, qui s'appelle Ozma et qui fait un ciné-concert. Et on va démarrer la biennale en fait du samedi par ça. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, j'ai oublié personne, je crois. Voilà, on va y revenir. Donc en fait, ce qu'il faut dire sur la programmation, plutôt qu'un fil conducteur, c'est l'envie de défendre la création, l'envie de défendre aussi, nous on appelle souvent ça entre nous en discutant, création et répertoire, c'est-à-dire une notion de répertoire d'un côté, une notion de création de l'autre, et une notion hybride répertoire et création. C'est-à-dire quand on a Gardel joué par Lionel Suarez, on est entre les deux mondes. On est Gardel aujourd'hui par un créateur, mais Gardel aussi, c'est un
un répertoire, voilà, etc., etc. Voilà. Donc c'est vraiment un peu le souhait de cette direction artistique avec Michel qu'on a prise. La première chose, c'est qu'en fait, nous travaillons avec la Biennale de danse, donc du Val-de-Marne, avec le Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne, et c'est une biennale. Donc c'est un temps fort que nous développons donc tous les 2 ans. Et au tout départ, moi, il m'était apparu comme étant un petit peu compliqué de soutenir en même temps 2 opérations aussi importantes. Donc on s'était dit, si on fait ça tous les ans, on va avoir un souci, à un moment donné, le temps fort de la Biennale de danse arrivant, on va avoir un souci de développement, notamment budgétaire. Et donc on s'était dit, effectivement, l'idée de biennale en tant que telle n'est pas un problème, mais à condition que l'on fasse quelque chose pour vivre entre les deux. Et donc on a inventé l'interbiennale, on a été assez fort, il faut dire, on a été chercher ça très très loin, mais pas du tout dans la même direction. La biennale est articulée autour, on va dire, de 3 grands moments forts, donc le vendredi soir, le samedi après-midi qui est plutôt consacré aux jeunes, vraiment jeunes musiciens, ce qu'on appelle les émergents, et le samedi soir, effectivement, au grand format. Le Centre des Bords-de-Marne diffuse du jazz à longueur d'année, mais comme il lui faut de temps en temps des moments un petit peu plus forts, un peu plus lisibles, notamment pour la presse, eh bien, on a décidé d'organiser cette biennale, mais encore une fois, c'est dans ce sens-là. C'est pas on fait un événement et puis après plus rien, même si un événement en soi est une très bonne chose. Donc voilà toutes ces questions. Et puis évidemment, pourquoi la biennale ? Il y a aussi un élément, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un élément aussi budgétaire. Faire un effort, on va programmer 30 ou 40 musiciens, peut-être même plus, je ne vais pas compter, plutôt 50 d'ailleurs, une cinquantaine, voilà. Oui, c'est 11 formations, donc c'est beaucoup. C'est un effort que l'on peut faire une saison. Faire tous les ans, on aimerait bien, mais de toute façon, on ne pourra pas. Donc, en tout cas, avec les moyens que l'on a, on ne pourrait pas. Donc, l'idée de la biennale, voilà, c'est tout ça. Donc, mais ce n'est pas un point de vue d'abord économique, ça j'y tiens. C'est vrai qu'il y a une conséquence économique. Mais c'est d'abord un point de vue, effectivement, d'envisager la biennale comme un moment de lisibilité de tout ce que l'on fait par ailleurs, à travers différents programmes. On pourra expliquer si vous souhaitez. En fait, l'échange avec le public se fait depuis maintenant 7 ans que cette aventure a commencé. L'échange avec le public, pour moi qui habite la ville, se fait pratiquement au quotidien, j'allais dire. Enfin, je rencontre beaucoup le public avec Michel aussi, parce que moi, en tant qu'abonné, je suis aussi amené à me rendre en tant que spectateur au spectacle. Et à ce moment-là, je rencontre des publics qui ont assisté à des choses, on échange, on parle. Alors ça, c'est pour l'échange on va dire, des personnes qui sont en charge avec le public. Maintenant, les musiciens, le lieu est très convivial pour ceux qui... je me permets de faire une petite publicité pour le Centre des Bords-de-Marne. Chaque fois que j'amène des amis au Centre des Bords-de-Marne pour écouter ou pour assister à des spectacles ou pour venir boire un verre, on voit à quel point les familles sont dans le lieu, le public traverse ce lieu en permanence, comment il s'y arrête, il va manger dans la petite restauration possible qu'il y a là, il y a un bar, il y a un petit restaurant. Donc en fait les gens, dans le cadre d'une biennale, puisque ce n'est pas un concert ponctuel du soir à 20h30, ils vont forcément circuler dans le lieu. Le lieu est très convivial, ils vont rencontrer certainement les artistes également, parce que ça c'est très fréquent qu'à la fin des spectacles, que ce soit danse, théâtre, musique, le public puisse rencontrer l'artiste qui s'est produit. Donc en fait la rencontre avec le public a lieu, et surtout ce qui est assez joli, ce que j'ai appris pendant les 7 ans, je ne m'en doutais pas du tout au départ quand on a commencé cette aventure, c'est les retours du public sur leur joie de découvrir toutes ces musiques qu'ils ne connaissaient pas en fait. Il y a un vrai public qui nous suit maintenant à travers les années, et ils parlent des différents projets qu'ils ont vus en disant ça je savais même pas que ça pouvait exister, un truc comme ça. Voilà. Là on parle récemment par exemple du concert avec le cymbalum hongrois qui a été un grand moment. Donc en fait toutes ces musiques là sont découvertes par le public, et le public va en parler ensemble. Voilà. Donc c'est un petit peu ça la rencontre possible. Le Centre des Bords-de-Marne en tant que tel, c'est un immense bâtiment qui fait près de 10 000 m². C'est 9 400 ou 9 500 exactement. Donc avec un grand théâtre de 500 places, avec un petit théâtre de 100 places, avec une salle de cinéma d'art et d'essai, plus une vingtaine de salles d'activité qui sont consacrées à la musique, au théâtre et à la danse. Et puis nous avons également, en dehors du Centre des Bords-de-Marne, une autre salle qui est la salle de l'auditorium du centre-ville,
qui est lié au conservatoire municipal et dans lequel nous pouvons effectivement diffuser des petites formes. L'ensemble de ce centre nous permet finalement d'organiser plein d'activités. Et notre saison est articulée, finalement c'est une saison assez pluridisciplinaire, théâtre, danse, musique, mais davantage centrée sur la musique. Et pour les musiques, et pour ces musiques-là, nous avons deux axes. L'une, évidemment, qui est consacrée au jazz et musique improvisée, parce que jazz est un terme qui est assez, d'ailleurs, aujourd'hui c'est assez flou. Et donc c'est pour ça que moi je préfère parler plus de musique improvisée, encore que quand on parle de Jean-Marie, c'est une musique écrite. Alors, ça complique tout, mais bon, ça sont les... Improvisée se cache. Voilà, elle se cache derrière. Voilà. Il a des plages improvisées quand même. Très peu, mais il écrit beaucoup. Alors déjà, le premier grand ensemble se produira dans le petit théâtre, parce qu'il a l'occasion de rencontrer un public. C'est un peu un avant-concert, ce qu'on pourrait dire une sorte d'avant-goût de la soirée. C'est un before. Voilà, c'est un before avec un jeune musicien qui s'appelle Grégoire Le Touvet. L'orchestre, c'est Les Rugissants, qui fait une musique d'aujourd'hui, un grand ensemble. Et il nous a paru intéressant d'inviter les gens à cette découverte, un peu en intimité dans ce petit bijou qu'est le petit théâtre, une centaine de places, un peu plus. C'est un moment, je dirais, pour vraiment ceux qui ont envie de tenter cette découverte de jeunes futurs. Voilà. Ensuite, Richard Galliano, moi j'adore son solo, je trouve qu'on ne peut pas le rencontrer aussi bien qu'avec cette musique en solo. Donc déjà c'est une envie artistique que j'ai proposée à Michel qui lui a convenu. Et c'est aussi pour le contraste pour les gens, parce que moi je travaille beaucoup sur les contrastes en tant que compositeur et je fais exactement pareil quand j'essaye d'inventer une soirée. C'est-à-dire qu'un solo, on rentre dans un univers, dans une écoute, et tout d'un coup on va avoir Ellipse qui va arriver avec une explosion. Ils vont être 17, 16. En plus, avec quel musicien à l'intérieur. Donc, c'est pour vous dire que le public va aussi ressentir ça comme une forme dans la soirée. Voilà. Ceux qui auront envie de cette introduction au petit théâtre vont avoir une soirée avec cette introduction, ces nouveautés, cette invention d'aujourd'hui par des tout jeunes musiciens, parce que tout l'orchestre, ce sont des musiciens qui ont trentaine d'années, on va dire, peut-être même moins pour certains. Ils vont avoir ensuite un grand monsieur de l'accordéon qui va les amener dans une intimité, un secret, un mystère. Et après, ça va repartir dans la création d'aujourd'hui. Avec surtout, il faut dire que dans cet orchestre, il y a aussi bien des émergents extraordinaires à découvrir que des grands monsieur. On pense à monsieur Ducré à la guitare, bien sûr. Mais il y a des gens à découvrir aussi. Donc en fait, c'est aussi tout ça qui est en jeu dans cette soirée. J'ai soumis à Michel l'idée d'investir cette salle cinéma. On a hésité à le faire pendant un moment et on s'est dit on y va, et j'ai dit à Michel d'aller regarder cette jeune équipe. Vraiment, c'est de tout jeunes musiciens aussi de Strasbourg qui faisaient un vrai beau travail. Et là, c'est peut-être plus le choix de Michel de s'être porté sur ce spectacle, dont je vais lui repasser le micro. Peut-être va-t-il nous dire pourquoi il a choisi ce spectacle plutôt qu'un autre. Et moi, il y en avait 2 ou 3, je crois. Et moi, ce qui m'importait, c'était d'aider cette compagnie qui a vraiment un esprit de création. Moi, je suis toujours très sensible à ça. Et c'est des aventuriers. C'est des gens qui ont envie de quelque chose. Donc, j'avais envie de les soutenir. Ensuite, Michel s'est dit, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, je le laisse parler. Ces jeunes gens là, de Strasbourg ont ce côté un peu aventurier. Et quand j'ai regardé les propositions de films qui allaient avec, donc le film dont le nom m'échappe totalement, est un film avec des dinosaures, etc. C'est un film muet de 1920. Et donc, moi j'aimais bien l'idée de la cohérence entre effectivement ces musiciens qui sont un petit peu à la recherche comme ça de choses un peu nouvelles, avec des sons très très différents, qui sont en plus de belles textures. Et puis ce film qui effectivement est tout simplement une découverte aussi, parce que c'est un film qu'on n'a pas vu, qui est bien sûr pas très peu diffusé, parce que c'est un vieux film. Le cinéma muet n'est plus du tout diffusé, ou dans des cadres très 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 particuliers. Donc j'aimais bien cette
cet assemblage-là. Et puis nous, on cherchait aussi ce qui est un peu plus compliqué à faire dans le jazz d'ailleurs, à toucher le public familial, donc parents, voire grands-parents et enfants. Et j'ai pensé que cette proposition-là était sans aucun doute assez fédératrice et qu'elle pouvait correspondre à un choix que des familles pourraient faire avec des tout petits, des enfants, des ados, des mamans, des papas, des grands-papas, etc., des tontons, des tatas. Voilà. Moi, j'ai toujours attribué l'émergence à ces musiciens qui ont plutôt 25 ans, voire un petit peu moins, qui sont en train d'inventer leur premier langage et qui prennent leur premier risque d'esthétique, d'écriture. Ensuite, il y a les émergents qu'on continue à appeler émergents, qui sont plutôt aux alentours d'une trentaine d'années. Puis après encore, on peut rester émergent assez longtemps. Mais en attendant, ils ont tous la même urgence à être épaulés et aidés, quoi qu'il en soit. Parce que quand on prend la décision d'avoir une route d'invention musicale, les choses changent beaucoup. C'est-à-dire que la donne change parce que personne ne vous connaît. C'est pas dur, vous allez jouer les sonates de Beethoven, tout le monde sait ce que c'est et vous allez trouver un public assez rapidement. Quand vous allez jouer les sonates de Monsieur Machin que personne ne connaît, des ennuis commencent. Voilà. Donc c'est pour ça, mais donc cet endroit au théâtre est réservé pour ces musiciens-là, c'est-à-dire le tout début de l'émergence, on va dire. Vraiment, voilà, les frères Jacef, j'ai rencontré le pianiste quand j'ai été avec Dave Lindman à Marciac pour jouer avec lui en duo. Il faisait partie du stage avec Dave Lindman et il jouait dans l'orchestre avant nous. Donc naturellement, mon oreille a été attirée très rapidement par le magnifique talent qu'il a et son frère à la trompette, c'est pareil. Donc je me suis dit, il faut les faire venir, il faut vraiment les faire connaître et on va essayer de les aider. Alors après, il n'y a pas que nous qui allons faire ça, il y a plein d'autres personnes qui vont les aider. Alors le premier groupe, Polaris Force, c'est un groupe que j'ai repéré au Luxembourg, qui est un groupe européen de jeunes à peu près d'entre 25 et 30 ans. Et il me paraît intéressant, on en a souvent parlé avec Michel, de garder un lien avec l'ouverture sur l'Europe. Alors on a déjà eu des musiciens allemands, des musiciens italiens, suédois, donc voilà, donc on a gardé cette idée. Alors on ne peut pas le faire autant qu'on voudrait, parce que naturellement ça pose des problèmes, mais là vraiment comme le Luxembourg en plus c'est très proche, mais on va essayer de garder toujours une place ouverte sur l'Europe de toute façon. Après il y a des musiciens plus confirmés qui sont européens et qui viennent de toute façon. Et l'autre groupe est aussi intéressant à présenter, puisque c'est Ronan Richard Sextet. Ronan Richard, moi je l'ai rencontré à travers le Pôle Sup et le CRR avant à Paris. Et c'est un excellent saxophoniste, compositeur, et qui lui aussi se lance dans la composition en sextet. C'est déjà très risqué pour les jeunes. Donc aussi l'aider à montrer cette musique à son public. Et nous avons souhaité faire un travail avoir une offre sur un public qui viendrait de manière un peu ponctuelle, et puis un public qui ferait, je ne vais pas dire l'effort, mais en tout cas qui serait assez audacieux pour venir écouter ces 3 moments forts de jazz, et donc ces 50 musiciens. Et donc on s'était dit que c'était une bonne idée d'avoir une formule, finalement, passe. Savoir en fait, on a un billet qu'on achète pour les 3. Donc évidemment c'est pas très cher, parce qu'on l'a mis à 40 €. Donc pour les 3 moments, on estime que c'est une bonne offre, c'est bien, que les gens en auront pour leur argent, parce qu'il faut aussi penser à tout ça. Enfin là on est sur un axe un peu plus commercial, je dirais, mais c'est comme ça. Il faut aussi penser à ça, et nous on essaie de faire, en fait, j'aime bien cette formule qui fait rire mes collaborateurs, moi j'aime bien faire beau et pas cher. Les 3 formations qui vont être présentes, elles ont quand même un lien. Il y a un lien quand même avec les musiques du monde quelque part. Même jusqu'à M. Henri Texier, qu'on connaît très bien, qui a été un musicien qui a beaucoup travaillé avec les musiques celtiques aussi à un moment, et qui, dans sa musique, de toute façon, que ce soit... les musiques traditionnelles sont toujours là, présentes. D'abord, c'est des très très belles mélodies. C'est un grand grooveman, M. Texier. Donc c'est quelqu'un qui va avoir des influences aussi bien de la musique cinématographique, surtout de l'Italie, on sait son goût pour ça, mais il est aussi passé par les musiques traditionnelles, entre autres de Bretagne, et c'est un grand grooveman de jazz. Donc vous avez déjà l'idée là d'avoir une sorte de musique hybride qui traverse beaucoup d'univers. On a l'accordéon ensuite, avec
Lionel Suarez, avec Erel Besson, cette jeune interprète, Monsieur Vincent Segal, hein, on ne le présente plus, et Monsieur Menino Garay aux percussions. Donc là, tout de suite, juste en expliquant de quoi il s'agit au niveau des musiciens qui interviennent, on a encore une fois cette musique hybride qui se présente. Donc, c'est-à-dire cette façon d'être à la croisée de beaucoup de chemins, en plus avec un projet qui porte directement sur le grand mélodiste qui est Monsieur Gardel quand même. Hein. Donc c'est le tango, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et puis on arrive à Strachot Emelkowski, ce jeune musicien qui est autant imprégné de rap, de blues, de musique du monde et de son pays, donc hein, vraiment macédonien. Donc il va nous amener, alors il va faire ce mélange entre les musiques du monde, la musique qu'il fait aussi avec sa bouche, hein, le beatbox, les différents instruments qu'il joue. Il joue la basse, les percussions, les guitares, il chante, il fait le beatbox. Donc là encore une fois, lui tout seul. Voilà, donc c'est une soirée qui montre aujourd'hui ce que sont les musiques. Je crois qu'il est difficile aujourd'hui, chacun fait ses choix, mais il est difficile d'ignorer aujourd'hui que le jazz, moi je préfère dire aujourd'hui les jazz, combinent beaucoup d'autres musiques. Et quand on voit les jeunes musiciens, moi ça me remplit de joie, parce que quand j'ai commencé ma route de musique, on m'a toujours expliqué que je ne faisais pas du jazz. Donc je tiens absolument à aider tous les musiciens qui aujourd'hui, pour eux, quelque part, c'est beaucoup plus facile que pour nous de ne pas faire du jazz. C'est de faire un jazz où il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Même si l'esprit du jazz restera toujours là, par ses improvisations, par ses échanges, par ce qu'on appelle la musique in situ, par l'interplay. Le jazz est toujours là, mais il évolue. On ne pourra jamais empêcher les jeunes d'aujourd'hui d'avoir écouté Prince, d'avoir écouté Björk, le nombre de jeunes qui aujourd'hui font une musique qui va entre Björk, Prince et Charlie Parker, je ne vous en parle même pas. Donc on ne va quand même pas les attacher pour faire du jazz d'école. En fait, voilà. Et nous, on défend cette musique qui est une musique de croisée de chemin. Voilà. Et de temps en temps, on a aussi des projets très jazz. Hein. Cette biennale est un peu comme ça, mais on a aussi souvent des projets aussi très jazz. On a eu le duo orchestra en son temps, et on en aura d'autres. Voilà, mais c'est important de montrer aussi la réalité de ce mot jazz aujourd'hui. Ça donne un contrepoint aussi sur beaucoup d'événements qui défendent, je dirais aussi, d'une certaine manière, un jazz plus traditionnel, et c'est intéressant. Et même dans le jazz traditionnel, on voit aujourd'hui de plus en plus de choses qui interviennent dans ce jazz traditionnel. Hein, soit alors on va avoir beaucoup de rap dans le jazz traditionnel, soit on va avoir beaucoup de musique classique dans le jazz traditionnel. Donc, des fois c'est deux éléments qui se mélangent, mais aujourd'hui dans les jeunes générations c'est bien plus que deux éléments. C'est souvent 3, voire 4, voire 5 éléments. Voilà. Non mais c'est important de dire que malgré tout, c'est pour ça qu'on continue à utiliser le mot jazz avec beaucoup de bonheur. Je crois que c'est la maison musicale qui accepte le mieux cette évolution de la musique. J'en connais pas beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il faut garder au jazz cette force qu'il a de grandir, d'évoluer, de changer. Sinon, ça deviendra une autre musique classique. Et il faut garder le mot jazz pour toutes ces musiques qui arrivent, qui se métissent et qui vont de l'avant. Moi, j'aime bien ce mot jazz. Je pense qu'il faut le garder. Si on peut le garder ouvert, c'est mieux.